Salam alaikum. Voici une playlist exercice en électromagnétisme. Donc une vidéo sur la première vidéo parmi trois. Alors cette vidéo est consacrée aux sources planes, courant surfacique, charge surfacique, les sources cylindriques et les sources sphériques. Donc on va voir les champs électriques et magnétiques générés par ces diverses sources. Exercice 1. Établir l'équation différentielle de conservation de la charge à partir des équations différentielles de Maxwell dans le vide. Deuxième question. Déduire la forme intégrale de l'équation de conservation de la charge. Alors, première question, conservation de la charge, la forme différentielle. Donc ce schéma, il montre une zone de l'espace, des taux, un volume élémentaire situé au point M. Donc il y a un champ électrique E, un champ magnétique B. OM égale le vecteur R. On a une densité volumique de charge ρ, RT, dépend de la position et de l'instant. Et on a une densité de courant J qui dépend aussi de la position et du temps, en utilisant les équations de Maxwell. Donc première équation de Maxwell, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Alors ça signifie que la divergence de epsilon 0 E égale ρ. Donc epsilon 0 une constante, on est dans le vide. Si on dérive par rapport au temps les deux termes, donc dérivée partielle par rapport au temps de div epsilon 0e égale dérivée par rapport au temps de ρ. Alors on peut mettre la dérivée partielle par rapport au temps à l'intérieur de la divergence, puisque la divergence est un opérateur spatial. Donc ça donne div de epsilon 0 dE sur dt égale dρ sur dt. Donc on va noter 1, ce résultat. D'autre part, on a rotationnel de B égale mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 ou bien 1 sur C carré dE sur dt. Donc epsilon 0 dE sur dt égale 1 sur mu 0 rot B moins J. Donc si on prend la divergence des deux termes, divergence de epsilon 0 dE sur dt égale 1 sur mu 0, divergence du rotationnel de B moins divergence de J, parce que divergence est un opérateur linéaire. Ensuite, on a d'autre part la divergence du rotationnel, c'est nabla scalaire nabla vectoriel B. Donc c'est égal à 0. Donc voir un calcul vectoriel, la divergence du rotationnel est nulle. Donc on aboutit à la deuxième équation, divergence de epsilon 0 dE sur dt égale moins div densité de courant. Finalement, 1 et 2 impliquent dρ sur dt plus divergence de J égale 0. Donc c'est la forme différentielle de la conservation de la charge. Deuxième question, conservation de la charge, forme intégrale. Donc on suppose qu'on a un volume V délimité par la surface fermée sigma. Donc on a le volume V délimité par sigma. Le volume V contient une charge totale Q intérieure ou Q in à l'instant T, une densité ρ de T, et il y a une densité de courant J.
Alors on part de la forme différentielle, d sur dt plus dvg, et on intègre sur le volume les deux termes, donc intégrale triple d sur dt d plus intégrale triple divergence de j d égale 0, d'où d sur dt intégrale triple de rho d, donc on a le droit de mettre le temps, la dérivée par rapport au temps à l'extérieur, dérivée sous le signe somme, plus intégrale double de jds. Donc là, c'est une loi que vous avez vue dans le calcul vectoriel, l'intégrale triple de la divergence sur un volume égale l'intégrale double, ou bien le flux, de J à travers la surface qui délimite le volume. Or, l'intégrale triple de rho d, c'est justement la charge Q in, donc d sur dt Q in, égale moins I de t. Par définition, le flux de la densité de courant égale le courant. Donc la forme intégrale, c'est la dérivée de Q in égale moins I. Alors, regardons physiquement ce qui se passe. Lorsque Q à l'intérieur du volume croît, ça veut dire que le volume reçoit des charges positives. Donc, I de t est négative. Parce que, par convention, le sens positif du courant est du volume vers l'extérieur. Donc, on a bien variation de Q par rapport au temps égale moins IT, donc positive. La dérivée positive, donc Q croissante. Lorsque la charge à l'intérieur décroît, ça veut dire que des charges partent du volume vers l'extérieur, donc le courant I est positif. Donc on a bien moins I négatif, donc dérivée de Q négative, donc Q décroît. Exercice 2. Dans l'espace vide muni d'un repère cartésien, O, E, X, Y, Z, orthogonalité directe, le plan infini P1 d'équation X égale 0 porte une distribution surfacique uniforme de charge libre de densité sigma 1, sinusoïdale, donc A cos oméga t avec A positif, oméga positif. Un autre plan P2 à D distance du plan P1 porte une distribution surfacique opposée, sigma 2 égale à moins sigma 1. Donc voilà, on a le plan P1 et le plan P2 distant de D qui portent des charges, des densités de charge surfaciques opposées. Donc le plan de l'écran c'est EXZ. EY est un vecteur entrant. Donc j'ai mis une croix pour EY. Donc le plan P1, c'est justement le plan EYZ. O, bien sûr, qui passe par O. Première question. Soit E1, le champ généré par P1. Montrez que E1 a la forme E1 égale E1xt, EX. Ça veut dire qu'il est parallèle à EX et qui ne dépend que de X et de T. B, exprimez E1 pour X positif et pour X négatif. Alors, première question de 1A, champ E1. Donc, le plan P1 crée le champ E1 au point M. Donc, on va utiliser les plans de symétrie pour connaître la direction. Le plan M, EX, EY est un plan de symétrie puisqu'il coupe la source P1 en deux parties, une partie haute et une partie en dessous de EX qui portent les mêmes densités de charge. Donc c'est un plan de symétrie. MEX, EZ. MEX, EZ qui est le plan de l'écran
Il partage la source P1 en deux demi-plans ayant la même densité de charge, donc c'est un plan de symétrie. On sait que le champ électrique est parallèle au plan de symétrie, donc il est parallèle à l'intersection de ces deux plans. Et l'intersection de ces deux plans n'est que la droite MEX. Donc E1 est parallèle à EX. On peut écrire E1 en tout point égale E1 XYZ EX. Maintenant, voyons la dépendance vis-à-vis des paramètres invariance de la source. Donc si on déplace le plan P1, c'est-à-dire la source, suivant OZ ou suivant OY, cela ne modifie pas la source pour un observateur au point M. Donc un observateur au point M ne verra pas la différence. Si on translate le plan P1 verticalement, donc suivant OZ, ou bien en profondeur suivant OY. Donc en fait, la valeur du champ ne dépend que de X, puisqu'il ne dépend ni de Y ni de Z. Donc finalement, on peut écrire le vecteur E1 égale E1 xt EX. Calculons maintenant le champ E1, calcul de E1. Alors déjà, pour voir le rapport entre les champs pour X positif, X négatif, donc si on considère une charge élémentaire dQ sur le plan P1, il va créer à droite du plan un champ élémentaire DE de composantes DEX et DEZ. À gauche du plan, il va, par symétrie, va créer un champ DE' de composantes moins DEX et DEZ. Donc on peut déduire que E1 moins XT égale moins E1 XT, puisque le champ total E, c'est une intégrale sur le champ, sur tous les champs élémentaires DE. Et on sait que E est parallèle à l'axe des X. Donc on a E1 moins X égale moins E1 X. Alors, théorème de Gauss, pour calculer le champ au point M. On va choisir donc une surface de Gauss sigma qui a la forme d'un cylindre. Donc je rappelle le théorème de Gauss, phi, flux de E1 à travers la surface de Gauss sigma, charge totale Q in à l'intérieur du volume délimité par la surface sigma sur epsilon 0. Donc on peut écrire phi m égale l'intégrale E1x EX fois ds EX. Parce que E1 est parallèle à EX et donc il est perpendiculaire à ds d de la surface latérale. Donc il ne reste que les bases du cylindre. Donc SR d'une base. Donc on verra là sur le figure, vous avez la surface de Gauss sigma. Vous avez le sens des champs. Le champ est perpendiculaire à ds de la surface latérale. Donc produit scalaire E ds nul sur la surface latérale. Il n'est pas nul pour les deux bases. Donc flux de M, flux à travers la surface sigma, c'est l'intégrale double de E1 quand x positif fois ds, base de sigma. Le flux égale E1x positif, donc je le mets à l'extérieur. Intégrale double de ds, puisqu'il ne dépend
que de x. D'où phi m égale E1x positif t fois 2 fois s. Parce que la surface des deux bases, c'est 2 fois s. Donc E1x positif 2s égale Q int sur epsilon 0, théorème de Gauss, d'où E1x positif égale Q int sur 2 epsilon 0s. D'autre part, Q in, c'est sigma 1 fois s. C'est les charges du plan qui se trouvent à l'intérieur du cylindre, sigma. Donc E1 pour x positif, c'est sigma 1 sur 2 epsilon 0 EX. Et E1 pour x négatif, bien sûr, c'est l'opposé, moins sigma 1 sur 2 epsilon 0 EX. Alors, deuxième question. Soit E2 le champ généré par le plan P2. Montrer que E2, donc même question que pour le plan P1, à la forme générale E2 égale E2x, EX, exprimer E2 pour x supérieur à D et pour x inférieur à D. En utilisant les critères de symétrie, montrer que le champ magnétique généré par les plans est nul. Alors, expression de E2, voilà, on a la même configuration, sauf que il y a un déplacement de D. C'est comme si on a déplacé le plan P1 à droite de D et on a mis une charge, une densité de charge opposée. Donc on peut écrire en utilisant les mêmes arguments que 1A que E2 R égale E2x T EX. Deuxième question, calcul de E2. Donc on a E1x, pardon, E2x, donc il y a une faute de frappe là, égale sigma 2 sur 2 epsilon 0 EX. Donc c'est E2x supérieur à D égale sigma 2 sur 2 epsilon 0 EX. Donc en utilisant bien sûr le théorème de Gauss, même raisonnement que tout à l'heure. Alors E1x inférieur, en fait E2, donc excusez-moi, c'est E2 x strictement inférieur à D égale moins sigma 2 sur 2 epsilon 0 x. Le champ total, donc, si on fait la somme, donc pour x strictement supérieur à D, lorsqu'on fait la somme, on trouve sigma 2 sur 2 epsilon 0 moins sigma 2 sur 2 epsilon 0 égale 0. Pour x inférieur à 0, on a sigma 2 sur 2 epsilon 0 moins sigma 2 sur 2 epsilon nul. Et à l'intérieur, on a une somme, puisqu'on a le champ E1 plus le champ E2 entre les deux plans. La somme de deux quantités qui ont le même sens, donc ça donne 2 fois sigma 1 sur 2 epsilon 0, ça donne sigma 1 sur epsilon 0. Donc c'est comme un condensateur particulier dont les armatures sont infinies. Donc entre les deux, c'est sigma 1 sur epsilon 0. À l'extérieur, c'est nul. Une cage de Faraday plane à l'envers. Alors 2, 3, champ B créé par les deux plans. MEX, EY est un plan de symétrie, donc on a vu ça tout à l'heure. Le champ B est perpendiculaire au plan de symétrie, donc B est perpendiculaire à EX, EY. Donc B est parallèle à EZ. D'autre part, MEX, EZ, on a vu que c'était un plan de symétrie. Donc B perpendiculaire à EX, EZ. Donc B est perpendiculaire à EZ. Puisque B perpendiculaire à EX, EZ, il est perpendiculaire en particulier
1 à la droite, MEZ. Donc là, on a deux conclusions. Il est en même temps parallèle et perpendiculaire à un vecteur. Le même vecteur. Donc, seule solution, B égale vecteur nul. Exercice 3. Dans un repère, donc même condition, on suppose qu'on ait deux plans situés au point Z égale les positions des plans Z égale plus A et Z égale moins 1. Elles portent des courants électriques de conduction surfacique de densité respective JS1, sinusoïdale donc J0 cos oméga t, et JS2 opposé, moins J0 cos oméga t. J0 et oméga sont des constantes réelles positives. Donc dans l'exercice précédent, on a vu des sources de charge, de densité de charge fixe. Donc là, on a deux sources de courant surfacique opposées. Donc là, le plan de l'écran est le plan OEYZ. Donc le plan P1 situé à la position Z égale plus A avec JS1. Et puis le plan P2 parcouru par le courant surfacique de densité JS2, position Z égale moins A. Donc le vecteur EX est un vecteur sortant. Comme ça, on a EX, EY, Z, un repère orthonormé direct. Préciser la direction et les invariances du champ B, généré par les courants J1, J2. Avec les hypothèses, on suppose que B est nul à l'infini. Montrer que B est nul dans l'espace qui se trouve en dehors des deux plans, donc module de Z supérieur. Exprimer B en tout point du domaine qui se trouve entre les deux plans. Alors 3A, 3.1, champ magnétique B créé par les deux plans. Donc là, on zoome un peu, donc on suppose qu'on est un point grand M, et on cherche le champ magnétique créé par les deux plans. On utilise donc les plans de symétrie. MEYZ est un plan de symétrie. Donc le plan de l'écran est un plan de symétrie. Parce qu'il coupe les deux plans en deux demi-plans parcourus par des courants qui vont dans le même sens des deux côtés. Voilà, donc c'est un plan de symétrie. Ça veut dire B perpendiculaire à EYZ. Donc il sera forcément parallèle à EX. Donc B égale BXYZ EX. Les invariances. Alors, si on translate les plans suivant OY ou suivant OX, il n'y a aucune modification des sources puisqu'elles sont infinies. Donc pour l'observateur au point M, tout déplacement suivant OY, donc disons par rapport à l'écran, donc je me déplace à droite ou à gauche. Donc je déplace plutôt les plans à droite ou à gauche, ça ne change rien. Suivant OX, si je déplace les plans en profondeur, ou bien je les tire vers moi, pour M, ça ne change rien. Donc le champ B ne dépend ni de X ni de Y, il dépend uniquement de Z. P égale BZ de X. Donc disons, par rapport à l'écran, B dépend de la hauteur Z, la position du point M verticalement. 3.2, quel est le champ magnétique B à l'extérieur? Voilà, donc on va utiliser le théorème d'Ampère. Donc je le rappelle ici.
général, donc théorème d'Ampère, circulation de B, du champ B, suivant un circuit fermé grand C, donc intégrale de B dLC, égale mu0, la somme de tous les courants in. In, ça veut dire qu'il traverse toute surface délimitée par C. Donc une surface quelconque délimitée par le circuit fermé C. Donc cette surface, je la note grand S de C. Donc mu0 fois la somme des I. Et cette somme, elle est algébrique. Donc d'abord, il faut choisir un sens conventionnel pour parcourir le circuit C, donc pour calculer la circulation de B. Donc là, par exemple, je vais dans le sens d'une montre. DL est dirigé dans le sens d'une montre. Donc automatiquement, règle du tire-bouchon, un courant I1 et I2 qui sont entrants sont considérés comme positifs. Le courant I3 est sortant, donc il est considéré comme négatif. Hein, règle du tire-bouchon. Et parce que j'ai choisi le sens conventionnel de DL de la gauche vers la droite, enfin disons, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà donc le principe du théorème d'Ampère, c'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique. Alors, revoyons donc là les deux plans. Donc là, le plan de l'écran, c'est EX, EZ. D'accord? Donc EY, c'est un vecteur qui est entrant. Donc là, je me mets dans le plan EX, EZ. Donc on a trouvé que M, au point M, le champ dépend uniquement de la position verticale. Donc je vais choisir mon circuit fermé d'une manière intelligente pour que le calcul de la circulation soit très simple. Alors le chemin d'Ampère, c'est un carré ABCD de côté petit c. Voilà. Donc là je considère, puisque je calcule B à l'extérieur, je considère un carré ABCD qui se trouve à l'extérieur. Donc là c'est pour Z positif. De côté C. Donc voilà le choix de mon chemin d'abord. Donc je rappelle que B est parallèle à EX. Alors calculons la circulation, l'intégrale de BDL, c'est l'intégrale de A à B, plus l'intégrale de B à C, plus la circulation de C à D, plus la circulation de D à A. Donc là sur la figure, les flèches en rouge désignent le champ B sur chaque côté. Donc on en déduit que l'intégrale de BDL égale BZ1 fois C, c'est la somme de A à B, BDL, puisque B et DL ont le même sens, plus 0, plus que entre B et C, le côté B et C, on a B perpendiculaire à DL. Entre C et D, on a DL et B opposés, donc plus, moins BZ2, C plus 0. Finalement, on a circulation de B égale BZ1 moins BZ2 fois C. D'autre part, il n'y a aucun courant qui traverse la surface du carré. Donc mu0 sigma I in égale 0. Donc BZ1 moins BZ2 c'est égal 0. Finalement, BZ1 égale BZ2. Ceci, quel que soit Z1, Z2, supérieur à D. Ou, pardon, supérieur à petit a ou inférieur à moins a. Parce que le raisonnement qu'on vient de faire, on peut le faire aussi si le carré était positionné en dessous du plan parcouru par JS2.
c'est-à-dire Z négatif. C'est le même raisonnement, il n'y a aucun changement. Donc on aboutit à BZ1 égale BZ2, quel que soit Z1, Z2 strictement supérieur à D, ou Z1, Z2 inférieur à moins D. Donc là encore une faute de frappe. Donc je m'excuse. Donc c'est moins D et non pas moins 1. Donc là on a abouti à ce résultat. Le champ B est constant à l'extérieur de la zone située entre les deux plans. Enfin, pardon, pas constant, mais uniforme. Parce que dire d'un champ qu'il est constant, c'est-à-dire dans le temps. Mais dans l'espace, on dit uniforme. BZT est uniforme dans la zone module de Z strictement supérieure. Alors, on va utiliser la donnée qui est limite de B à l'infini, plus ou moins l'infini égale 0. Puisque B est constant, et que sa limite est nulle, donc c'est la limite de la constante, qui est cette constante. Donc B est nul pour module de Z strictement supérieur à A. En tout instant T, B égale 0. Troisièmement, champ magnétique B entre les deux plans. Donc dans la zone confinée entre les deux plans. Touchons le bois pour l'adjectif confiné. La circulation de B égale mu0 sigma I in. Même principe, on va utiliser un circuit adéquat. Donc c'est un carré dont une partie est en dehors de la zone module de Z inférieur à D et une autre partie qui est à l'intérieur de la zone confinée. Donc le côté AB est à l'extérieur et le côté CD il est à l'intérieur. Donc la circulation totale égale la somme des circulations suivant les quatre côtés. B est toujours parallèle à EX. Donc ça donne circulation suivant AB. C'est 0 parce que B est nul. Circulation suivant BC. Circulation est nulle parce que le champ B est perpendiculaire à DL. Alors suivant CD, c'est moins BZ fois C. Donc là je suis en train de calculer le champ B en un point à la hauteur petit z. Donc niveau 2 du côté CD. Alors plus la somme de D à A, nul parce que B est perpendiculaire à DL. Donc la circulation totale égale moins BZC. Donc finalement, on a mu0 fois sigma DI. On calcule d'abord mu0 sigma I. mu0 sigma I in égale mu0 somme de A' à B', JS1 DL fois EY. Donc là, arrêtons-nous un moment. On sait que une densité volumique de courant définit le courant grand I. Donc le flux de une densité de courant volumique égale I. Une densité surfacique de courant définit un courant surfacique. Donc quelle est cette définition? Le courant égale la somme de la densité de courant surfacique fois le vecteur dl suivant un segment de la surface. Donc vous regardez le plan parcouru par la densité surfacique JS1 et vous voulez connaître le courant total qui traverse le morceau A'B'. Donc par définition du densité de courant surfacique, le courant grand I, c'est la somme de A' à B' de JS1 fois DLEY. Donc on met EY. Donc
le vecteur de la base qui est entrant et qui est perpendiculaire au carré ABCD. Donc pourquoi on écrit DLEY, non pas moins DLEY? C'est parce que on a choisi le parcours du circuit de A vers B vers C vers D. Donc règle du tire-bouchon. Donc le sens du courant qui est positif, c'est dans le sens de EY. Donc il ne faut pas confondre le DL suivant le carré ABCD et le DL qui permet de calculer le courant qui traverse le carré. Voilà, donc je reviens à ma formule. mu0 sigma iin égale mu0 l'intégrale de A' à B', JS1 fois DLEY. Donc je mets JS1 à l'extérieur, mu0 JS1, parce que JS1 c'est JS1 fois EY, somme de A'B' dl, donc égale mu0 JS1 fois C. Parce que le vecteur JS1, il est égal à JS1 fois le vecteur EY. Donc finalement, théorème d'Ampère moins BZC égale mu0 JS1C. On simplifie par C, ça nous donne B entre les deux plans égale moins mu0 JS1 qui est égal à mu0 JS2. Donc je rappelle que JS1 et JS2 sont les valeurs algébriques et non pas les modules. Donc c'est un champ sinusoïdal. Voilà. Donc entre les deux plans, vous avez un champ magnétique sinusoïdal. À l'extérieur des deux plans, vous avez un champ nul. Exercice 4. Dans un repère, donc même hypothèse, la source électromagnétique est une barre cylindrique d'axe OZ. Donc un cylindre infini de rayon R portant un courant volumique uniforme densité I égale I0 disons c'est comme un fil électrique que vous avez, que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Modèle d'un fil de cuivre, par exemple, que vous branchez sur une prise. Il est parcouru par un courant électrique sinusoïdal, la source étant le secteur. On suppose qu'il est parfaitement droit, mais infini, très lent. S'il n'est pas infini, ça veut dire que cette étude est valable au voisinage du fil. Donc voilà donc notre cylindre infini, parcouru par le courant, représenté par des flèches rouges. ERZ, Eθ sont les vecteurs des coordonnées cylindriques. Donc on repère le point M par ces trois paramètres cylindriques, Rθz. Exprimer la densité du courant de conduction dans la barre. Donc densité du courant de conduction. Donc là c'est une nouvelle notion. Préciser les directions et les invariances du champ électromagnétique B généré par IT. Alors, densité de courant de conduction dans le cylindre. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a une densité de courant de conduction et une densité de courant de déplacement. Donc, rotationnel de B égale mu0 JC plus mu0 JD. Donc, JD, c'est quoi? C'est ε0 dE sur dt. Donc, le courant, la densité de courant de déplacement est due aux variations du champ électrique par rapport au temps. La densité de courant de conduction est due à la source électromagnétique. Donc c'est la source électromagnétique qui donne JC. Par contre, le courant de déplacement, il est dû aux variations de E. Donc indirectement,
à la source, mais directement aux variations de E. C'est-à-dire qu'on peut avoir une source, une densité de courant de conduction, mais si E ne varie pas, on n'a pas de courant de déplacement. Alors là, j'ai une coupe ou bien une section du cylindre. Donc, je regarde donc Z du haut vers le bas. Donc, JC est conventionnellement vers, il va dans le sens du haut vers le bas, ou bien il est un vecteur entrant, puisque Z, je l'ai choisi entrant. Par définition de la densité volumique du courant, donc I, c'est l'intégrale double à travers la section de JC, donc égale l'intégrale de JC ds. Donc I égale l'intégrale de JC, valeur algébrique, EZ fois ds EZ. Donc la surface, le vecteur surface ds, c'est ds EZ. D'où I égale JC, intégrale double de ds. Puisque l'intégrale double est spatiale, donc même si JC dépend du temps, je le mets dehors. Donc JC, le vecteur, égale I0 sinus oméga t sur pi r carré EZ, puisque l'intégrale double de ds, c'est la surface de la section, l'aire de la section égale pi r carré. Donc c'est une densité une densité de courant sinusoïdale. On voit que plus petit r est petit, JC est élevé. JC inversement proportionnel aux dimensions du cylindre. Propriété du champ EB. Alors, donc, la figure là, je positionne mon point et je cherche B. Plan de symétrie MEREZ. C'est un plan de symétrie. Donc, c'est le plan de l'écran. Pourquoi? Parce qu'il coupe le cylindre infini en deux parties. Ces deux parties sont identiques. Ils sont parcourus par la même densité de courant et dans le même sens. Donc c'est un plan de symétrie. Donc B est perpendiculaire à EREZ. Donc B est parallèle à Eθ. Je peux écrire B égale BRθZ Eθ. Alors d'autre part, le plan MER Eθ. Donc Eθ, vecteur entrant. C'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Donc si je coupe le cylindre infini par le plan MER Eθ, il y a un demi-plan supérieur et un demi-plan inférieur, un demi-espace supérieur et un demi-espace inférieur des deux côtés du plan MER Eθ. Donc si je regarde les deux côtés du plan, en haut, le courant I part du plan vers l'infini, alors que en bas, de l'autre côté du plan, le courant arrive de l'infini vers le plan. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Donc E est perpendiculaire à ER Eθ. Le champ électrique est toujours perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc E est parallèle à EZ et dépend de Rθz. Alors les invariances, si on translate le cylindre suivant OZ, ou bien si on tourne le cylindre suivant MEθ, donc en modifiant θ, on fait tourner le cylindre, cela ne modifie pas la source pour un observateur situé au point M. Donc si vous tournez le cylindre, ou bien si vous le translatez vers le haut, la source reste inchangée pour l'observateur au point M. Donc ça veut dire que B ne dépend que de petit r, la distance à l'axe du cylindre.
B égale BRT Eθ. Et E égale ERT EZ. Donc voilà les vecteurs EB, donc le champ électromagnétique. Le vecteur E est parallèle à EZ et B est parallèle à Eθ. Donc B, c'est un vecteur qui tourne autour du cylindre. Troisième question, déduire la direction des invariantes du potentiel vecteur A. Exprimer le champ B en tout point de l'espace. Établir le vecteur A à l'extérieur de la barre avec la condition A nulle sur la surface du cylindre. Propriété du potentiel A. Le potentiel vecteur A est perpendiculaire à B. On sait que B égale rotationnel de A. B dérive d'un potentiel vecteur B égale rotationnel de A. Donc ils sont perpendiculaires. Le potentiel vecteur A, donc c'est un vecteur et non pas un pseudo-vecteur. Donc tout ce qui est symétrie et symétrie, il a les mêmes propriétés que le champ électrique E, le vecteur E, contrairement au pseudo-vecteur B. Donc on peut, d'après les questions précédentes, écrire A est dépendant uniquement de petit r et suivant EZ. A égale ART EZ. Calcul de B. 4, calcul de B. Théorème d'Ampère. Donc là, je le rappelle, circulation égale mesure aux sommes des courants. Donc on prend une section du cylindre, on prend un cercle de rayon petit r, où se trouve le point M. Et on choisit un sens positif de parcours du circuit, donc là contraire au mouvement des aiguilles d'une montre, donc disons sens trigonométrique. Le sens conventionnel pour calculer la circulation, sens trigonométrique. Voilà, donc JC est sortant. Dans ce cas, la somme de B Eθ dl Eθ égale mu0 sigma di, parce que B égale PR Eθ. Donc ce calcul s'effectue à un instant t. Et dl égale dl Eθ. Alors je mets BR à l'extérieur, puisqu'il ne dépend que de R. Somme de dl égale mu0 sigma di n. Donc BR fois le périmètre, c'est-à-dire 2πr égale mu0 sigma di n. Alors c'est quoi? On en déduit PR mu0 sur 2πr sigma di n. Donc si on a petit r inférieur à grand R, ça veut dire le point M se trouve à l'intérieur, sigma di in égale J, c'est pi r carré. Donc égale 1 sur pi grand R carré, pi r carré, égale I r carré sur grand R carré. Si par contre petit r est à l'extérieur de grand R, on a sigma di in égale I, c'est-à-dire le courant total. Et donc, B pour petit r inférieur à grand R, donc on est à l'intérieur du cylindre, mu0 I sur 2pi petit r sur R2. Et pour R strictement supérieur à grand R, à l'extérieur, mu0 I sur 2pi R. Donc si vous remplacez petit r par grand R dans les deux expressions, vous trouverez la même chose, mu0 I sur 2pi grand R. Donc le champ B est continu en traversant la surface du cylindre infini.
Calcul de A, le vecteur A, à l'extérieur. Alors, on pose A égale AR, ER plus Aθ, Eθ plus AZ, EZ, en coordonnées cylindriques. D'après 4.3, on a A dépendant uniquement de petit r et parallèle à EZ. Donc B égale ρ A, on va partir de B égale ρ A. Là, je rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques. Donc c'est nabla vectoriel B. Pardon, nabla vectoriel A. Rotationnel de A, nabla vectoriel A. Donc il reste que les termes écrits en rouge. Seuls ne sont pas nuls. Donc B égale moins DAZ sur DR Eθ. Parce que Aθ nul, AR nul, et toutes les dérivées par rapport à θ et z sont nulles. D'où on a donc μ0i sur 2πr, puisqu'on est à l'extérieur des cylindres, égale moins DAZ sur DR. D'où AZ égale moins μ0i sur 2π. Log de R plus une constante. On a supposé que A est nul à la surface du cylindre. Donc K égale μ0i sur 2π ln de grand R. Finalement, le potentiel vecteur à l'extérieur du cylindre égale moins μ0i sur 2π ln de petit r sur grand R fois z. Donc A est parallèle à E. Donc voilà la forme. Vous avez A parallèle à E et vous avez B qui tourne autour de A. Ça exprime géométriquement la relation B rotationnelle de A. B tourne autour de A. Alors, sixième question, exprimer le champ électrique à l'extérieur de la barre. Déduire JD, le courant, la densité du courant de déplacement à l'extérieur de la barre. Calcul de E, petit r supérieur à grand R. Alors, on a divergence de JC égale divergence de JCEZ égale dérivée par rapport à Z de JC égale 0. Puisque JC ne dépend pas de Z. Conservation de la charge, dρ sur dt égale 0. Donc ρ est nul parce qu'il n'y a pas d'accumulation de charge. La densité volumique de charge est nulle parce qu'il n'y a pas d'accumulation. Il n'y a que du courant. D'autre part, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Donc ça c'est équation de Maxwell égale moins d sur dt de rotationnel de A. Donc rotationnel de E plus dA sur dt nul. Donc E plus dA sur dt, c'est un gradient. Lorsque le rotationnel d'un vecteur est nul, ce vecteur est un gradient. Où V est un potentiel colombien. Il est nul. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accumulation de charge. Donc il n'y a pas de potentiel colombien. Donc gradient de V est nul. Donc E, en fait, un champ électromoteur d'induction électromagnétique. E égale moins dA sur dt. Donc pour E, pour R supérieur à grand R, on dérive donc, d'après la question précédente, on trouve mu0 oméga I0 sur 2pi ln R sur grand R sinus oméga t EZ. Donc on dérive par rapport au temps et on multiplie par moins 1. Donc E R supérieur à grand R égale mu0
oméga I0 sur 2pi, donc récapitulatif, ln R sur grand R, sinus oméga T EZ. ER strictement B, pardon, supérieur à grand R, mesure I 0 sur 2pi R cos oméga T E θ. Donc là, on voit qu'il y a un phénomène de propagation isotrope du champ électromagnétique. Voilà donc le schéma. Lorsque vous excitez un cylindre ou un fil cylindrique très long par un courant sinusoïdal, il y a un champ électromagnétique EB créé qui se propage d'une manière isotrope dans tout l'espace. Donc vous avez le champ E et le champ B dont les amplitudes dépendent en même temps de la distance au fil et de l'instant T. Cette densité du courant de déplacement JD. Donc j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ρ B égale μ0 JC plus JD, avec JD égale ε0 dE sur dt. Donc il est dû aux variations de E, aux oscillations temporelles. Donc JD égale ε0, donc je dérive par rapport au temps l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc JD égale I0 cos oméga t sur 2pi oméga 2 sur C2 ln R sur grand R. Donc 1 sur C2 égale ε0 μ0. JC, je rappelle, égale I0 sinus oméga t sur pi R carré EZ. Donc là, vous voyez qu'il y a un terme qui distingue JC de JD. C'est le oméga 2 sur C2. Donc on va voir l'ordre de grandeur de oméga 2 sur C2. On a C égale 3, 18. Donc C2, c'est 9, 10, 16. Oméga par définition, c'est 2 pi fois la fréquence. Donc si vous avez une fréquence très faible devant 3,18 Hz, c'est-à-dire 300 MHz à peu près, le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction, puisque dans ce cas, oméga 2 sur C2 est très faible. Et donc on a rotationnel de B à peu près μ0 JC. Donc on peut négliger le courant dû aux variations du champ E, si la fréquence est très faible devant 300 mégas. Exercice 5. Dans un espace vide rapporté, donc etc., même repère cartésien, on considère une boule sphérique radioactive. Donc là, on a une source sphérique centrée en haut et de rayon petit a. La boule émet des particules β-. Donc β-, c'est des particules qu'on peut identifier à des électrons. Donc ils ont une charge négative, contrairement aux particules alpha qui ont des charges électroniques positives de façon isotrope, et sa charge Q totale varie dans le temps. Donc Q égale Q0, 1 moins exponentielle moins alpha t, Q0 alpha des constantes réelles positives. Donc c'est une étude d'une source radioactive dont la charge tend vers qui perd de la charge ou bien qui émet de la radioactivité. Donc à l'intérieur de la boule, on a QT variable. La boule émet des électrons. Donc disons, par convention, on dit reçoit du courant, puisque des électrons qui quittent, ça veut dire que la boule gagne de la charge positive. Première question, montrer que par la symétrie sphérique, que la boule ne génère pas de champ magnétique
établir l'expression de I, le courant de conduction, sortant à travers la surface de la boule, exprimer la densité de courant de conduction émis par la boule. Alors, champ généré. Donc, considérons un point M et considérons le repère sphérique, ER, Eθ, Eφ. Le point M est repéré par sa distance petit r au centre de la sphère. Donc, en vert, vous avez le courant I. Regardons le plan de symétrie. Alors, le plan de l'écran, c'est MER, Eθ. C'est un plan de symétrie, puisqu'il coupe la boule en deux parties. Et grâce à l'isotropie, on peut dire que c'est un plan de symétrie. Parce que des deux côtés du plan, on a deux demi-boules qui ont la même structure comme source. Donc B est parallèle à EφI. D'accord? Plan de symétrie. Donc B perpendiculaire à ER, Eθ. Donc parallèle à EφI. D'autre part, MER, EφI, plan de symétrie. Donc ER, EφI. EφI est un plan entrant. Il coupe la boule en deux demi-boules qui ont la même structure électromagnétique. Donc c'est un plan de symétrie. Donc B est parallèle à Eθ, puisqu'il est perpendiculaire à ER, EφI. Finalement, B est nul, puisqu'il est parallèle à deux vecteurs perpendiculaires entre eux. Donc il n'y a pas de champ magnétique à l'extérieur de la boule. 5,2, courant IT. Alors, par définition, on a une charge Q variable dans le temps, Q0, 1 moins exponentielle moins alpha t, contenue dans la boule. Le courant I est, par définition, moins dQ de t sur dt. Donc ça, c'est loi de la conservation de la charge. IT égale moins dQ sur dt. C'est par convention. Hein, lorsque Q reçoit de l'électricité, I est négatif, c'est-à-dire sortant. Lorsque I est entrant, donc IT, donc dQ sur dt est positif. Donc IT égale moins alpha Q0 exponentielle moins alpha t. Donc IT est toujours négatif suivant la convention qu'on vient de dire. C'est-à-dire c'est entrant. Pourquoi? Parce que la boule perd des électrons. Donc elle gagne en électricité positive. Densité de courant JC. Alors, radioactivité supposée isotrope, JCRT égale JCRT-ER. Ça veut dire que la densité de courant, elle est radiale et ne dépend que de la distance du point au centre. Donc c'est ça la conséquence de l'isotropie. On peut utiliser les mêmes plans de symétrie pour déduire ce résultat. Alors par définition, IT égale le flux à travers une surface sigma de JCDS. Voilà. Donc si vous prenez une sphère de rayon petit r qui contient la boule radioactive, le flux de JC à travers cette sphère sigma égale IT. Donc IT égale intégrale double de JC RTDS, puisqu'ils sont parallèles, DS et JC. Et puisque JC ne dépend que de R, donc c'est JC fois la surface de sigma qui est 4πr2. Finalement, JCRT égale moins alpha Q0 sur 4πr2 exponentielle moins alpha t fois ER. Quand t tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et plus on s'éloigne de la boule,
JC est faible, puisqu'il est inversement proportionnel à carré. Exprimer le champ E à l'extérieur de la boule, déduire JD courant de déplacement à l'extérieur de la boule, établir à partir de Maxwell Ampère que B est nul. Calcul du champ E, donc pour petit r supérieur à A. Rotationnel de E égale moins dB sur dt est nul. Donc E égale moins grade V. E dérive d'un potentiel coulombien. Donc il n'y a pas de champ électrique d'induction. Donc rotationnel de E nul. E égale moins grade V. Donc E dérive d'un potentiel coulombien. Donc moins dB sur dt nul parce que B est nul. Voilà, donc E, il va être radial, dépendant uniquement de petit r. En effet, on peut refaire le raisonnement. MER Eθ plan de symétrie. Donc E parallèle à ER Eθ. MER Eφ plan de symétrie. Donc E parallèle à ER Eφ. Alors, solution qui reste, c'est que E soit parallèle à ER, puisqu'il est parallèle à l'intersection de ces deux plans. Invariance. Donc, une rotation de la boule suivant θ, ou bien une rotation de la boule suivant phi, ne modifie pas la source pour un observateur situé au point M. Donc, vous faites tourner la boule suivant θ au phi, ça ne modifie rien, puisqu'il y a une isotropie radioactive. Une radioactivité isotrope plutôt. Donc E égale ER fois le vecteur ER. Théorème de Gauss. Le flux à travers une sphère de rayon petit r de E égale Q in sur epsilon 0. Donc E fois la surface de sigma, c'est 4 pi R2. Quel est Q in? Q in, c'est Q0, 1 moins exponentielle moins alpha t, divisé par epsilon 0. Donc E égale Q0, 1 moins et moins alpha t sur 4 pi epsilon 0 R2 ER. 5,5. Densité de courant de déplacement JD. JD par définition epsilon 0 fois la dérivée de E par rapport au temps. Donc je dérive tout simplement. Je trouve alpha Q0 et moins alpha T sur 4 pi R2. Alors, je remarque que ça c'est justement JD égale moins JC. C'est l'opposé de courant de conduction à l'extérieur de la boule. Déduction du champ B. Théorème d'Ampère. Donc, considérons un circuit fermé quelconque. Considérons un circuit fermé quelconque. Donc là, on va montrer que B est nul d'une autre façon. Donc là, j'ai un circuit fermé quelconque à l'extérieur de la boule radioactive. La circulation de B égale μ0 somme des I. Et c'est quoi la somme des I? C'est μ0 fois le flux de JD plus JC à travers SC. Donc la somme des courants, c'est le flux des deux densités de courant, de déplacement et de conduction. Comme on a démontré tout à l'heure, là, dans 5.5, que JD plus JC est nul, donc la circulation de B, suivant n'importe quel circuit fermé, est nulle. Donc quel que soit C. Alors B est nul pour petit r supérieur à grand R. Une autre preuve,
Puisque, d'après la symétrie de la source, B est parallèle à Eθ. Donc vous n'avez qu'à calculer la circulation de B à travers le cercle de rayon petit r. Vous allez trouver 0. Donc, somme de BD est égal à 0. Ça veut dire que BR fois 2πr, puisque l'intégrale de dl, c'est le périmètre du chemin d'Ampère. C'est un chemin d'Ampère particulier, un cercle. BR fois 2πr égale 0, quel que soit petit r supérieur à A. Pardon, c'est petit a, c'est grand R. Hein. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est le rayon de la boule. Donc peut-être que je me suis trompé et j'ai mis dans 5,5 aussi petit a, alors que c'est grand R, le rayon de la boule. Je m'excuse une troisième fois. Donc voilà deux méthodes pour montrer que le champ est nul. B pour petit r supérieur à grand R est un vecteur nul. Je vous remercie. Donc la prochaine et dernière vidéo dans la playlist exercice en électromagnétisme, je vais la consacrer au milieu diélectrique, donc champ de polarisation.